Justine Larosée, sujet d'étude, c'est les facteurs humains dans la sécurité des barrages hydroélectriques d'EDF. Ça, c'est son daytime job. En effet, ce n'est pas le sujet de l'exposition qu'il va faire. Parce que j'avais un ami, Monsieur Lecoq, qui n'est pas là ce soir, mais c'était un simple monsieur qui me donnait son théorie du monde et des catastrophes dans le monde. Et il me dit que la plupart des catastrophes dans le monde sont des catastrophes humaines, mais il a donné l'explication pour ça. Il dit que c'était le con sur le pont. Et je pense en effet, le Titanic, le con sur le pont, d'où ça vient. Fukushima, c'était un peu ça aussi. Il y avait un tremblement de terre, il y avait un tsunami, mais ça tenait bien, sauf qu'ils ont oublié je crois qu'ils n'avaient pas des bonnes prises sur les pompes ou quelque chose, où il n'y avait pas d'électricité et les générateurs ne marchaient plus, ou quelque chose comme ça. Mais c'était une erreur humaine plutôt. Et oui, donc c'est ça. Donc c'est ça votre daytime job. Il est où, parti où? Ah, il est de ce côté. C'est vrai ce que j'ai dit, il y a des problèmes à l'EDF liés à l'erreur humaine. Il y en a beaucoup? Je suis arrivé il y a 1 an, il n'y a plus aucun problème. Ah. Donc le sujet pour le final, utiliser la prestidigitation de la magie, en effet, pour expliquer et comprendre le fonctionnement de l'erreur humaine. Test du micro, parfait. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, ce que je vais vous dire, va soulever plus de questions que n'apportera de réponses. La bonne nouvelle pour vous, on ne me laisse que 3 minutes. Je suis Justin Larouzé, je fais de la magie et de la psychologie. Et c'est formidable parce que la magie utilise les mécanismes de notre cerveau et la psychologie les étudie. Et je vais vous montrer. Avec ma bague. Tout le monde voit la bague. Regardez bien, voilà comment ça marche. Ah, ne riez pas. Hop. Vous voyez, je ne vous ai pas trompé. Votre cerveau l'a fait pour moi. J'ai simplement laissé la bague sur mon doigt. Pourtant, certains d'entre vous l'auront imaginé passer de ma main à mon poing. C'est parce que votre cerveau lisse les informations en provenance de son environnement de manière cohérente. Au final, nous ne voyons et ne percevons que ce que nous nous attendons à voir et à percevoir. Et c'est nécessaire puisque notre attention est limitée. Notre attention, cette capacité que nous avons à sélectionner et maintenir dans la conscience un événement ou une pensée. Elle est limitée au point qu'elle ne peut pas suivre à la fois ma main droite, ma main gauche et ma bague. Et pourtant, nous pouvons, humains, conduire des voitures, piloter des avions, gérer des centrales nucléaires. Comment est-ce possible? Pas de panique. Notre cerveau fonctionne excessivement bien de manière automatique. Et si vous arrivez à conduire une voiture en discutant avec votre passager, c'est grâce à votre expérience de la conduite qui vous permet de réaliser des actions complexes, comme passer des vitesses ou maintenir votre allure, sans même en avoir conscience. Vous pouvez utiliser votre attention pour la conversation. Imaginez maintenant que vous rouliez sur une plaque de verglas et dérapiez. La situation n'est alors plus tout à fait familière et il est malheureusement possible que votre réaction à ce moment précis ne soit pas la plus appropriée. Alors, nous touchons du doigt l'essentiel. C'est le paradoxe de la présence d'êtres humains dans les systèmes industriels complexes. Cette présence est fondamentale car notre cerveau reste bien plus fort qu'un ordinateur pour improviser des réactions face à ces situations imprévues. Mais cela n'occulte pas le fait que ces situations dégradées sont celles face auxquelles notre cerveau est le moins bien armé. Grâce à notre imagination, nous avons pu ramener l'équipage d'Apollo 13 sain et sauf sur Terre. Et par moment, l'accident survient, on parle d'erreur humaine. Pourtant, comprendre le fonctionnement de notre cerveau, ses forces et ses faiblesses, est fondamental. Cela a permis, après des années de travail, d'ingénieurs, de psychologues, de sociologues, d'ergonomes, de concevoir des systèmes plus sûrs et ainsi d'épargner des milliers de vies humaines. Comment? C'est malheureusement un point que je devrais laisser en suspens ce soir, puisqu'avant de m'arrêter, je vous dois des excuses. Je vous ai menti au début. Soulever plus de questions qu'on apporte de réponses, c'est l'essence même de la science. C'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle? Je n'avais que 3 minutes. Très bonne chute, on aurait aimé que ça continue, hein, en effet, parce que ça a soulevé. Mais si on prend une caméra et qu'ensuite on repasse le film au ralenti avec différentes vitesses, est-ce qu'à un moment donné, même un être humain se serait rendu compte que votre bague est restée sur votre doigt? Bien sûr, et c'est le processus d'apprentissage
fait que la surprise, le cerveau va très rapidement en faire finalement un phénomène connu, puisque vous allez regarder, puis regarder, puis regarder, et vous allez finir par apprendre. Et quand on apprend à conduire une voiture, c'est très dur, et après quelques années, quelques milliers de kilomètres, on peut discuter en conduisant. Donc bien sûr, notre cerveau apprend, et c'est comme ça qu'on gère des centrales nucléaires ou qu'on fait voler des fusées. Oui, alors effectivement, moi je ne voudrais pas être trop polar, mais enfin ça fait vraiment penser à l'homme dans l'espace. Alors, homme ou robot pour aller explorer, d'après vous, d'explorer des nouvelles planètes? Moi, je parie sur l'homme. Mais comme je l'ai dit, la présence des humains dans les systèmes est indispensable, puisqu'en mode dégradé, le cerveau humain va pouvoir actionner ses automatismes, ses règles mentales et ses connaissances générales pour inventer des nouvelles solutions. Et on est aujourd'hui capable de faire décoller un avion, de le faire voler et de le faire poser, tout ça avec un simulateur de vol, mais je ne vous l'apprends pas. Pourquoi garde-t-on des pilotes? Parce que quand la situation sort du domaine de programmation de l'ordinateur, et rappelons-nous que l'avion aura été construit et l'ordinateur de bord programmé par un humain, il faudra ce cerveau humain pour inventer une solution et par exemple poser un avion de l'American Airlines sur l'Hudson River. Ce qu'un ordinateur n'aurait peut-être pas su faire. Bon, bah, si vous gagnez, Claudie vous remettra le prix alors, parce que sinon... J'aimerais prolonger la question précédente. Dans les actions, ce dont tu ne parles pas, c'est du timing. Parce que finalement, repasser les choses au ralenti, mais tout se passe à quoi? En microsecondes. Et il y a un certain nombre de choses qui peuvent se faire en nanosecondes ou même en plus petite encore. Donc, comment l'homme trouve-t-il sa place là-dedans? Finalement, il est quand même trop lent, non? Alors, c'est une très bonne remarque. Et effectivement, il y a cette question de vitesse. Et on connaît le phénomène de persistance rétinienne qui fait qu'un ensemble d'images animées passées suffisamment rapidement nous donne l'impression de voir un film et une animation continue. Donc, il y a des problèmes physiologiques qui font par exemple que notre cerveau est moins bien équipé pour fonctionner à 130 km/h, 140, 150 pour les plus téméraires et 160 pour les hors-la-loi. Quand on est en voiture, notre cerveau reçoit plus d'images que ce qu'il a eu l'habitude, au fil des milliers d'années de notre évolution, de recevoir à 160 par rapport à 5 km/h quand je marche. Donc effectivement, il y a des problèmes physiologiques. Mais il y a une question encore plus importante, c'est que l'équipage du tristement célèbre vol Air France 447 Rio-Paris a entendu 88 fois l'information « stall, stall, stall », décrochage, 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 que l'ordinateur de bord lui envoyait. Donc ce n'est pas une question de temps de perception du message, c'est bien une question de force et de faiblesse du cerveau, que j'évoquais, dont il faut avoir conscience dans la conception du système, et pas uniquement physiologique. Donc ils ont entendu 88 fois cette information, et malheureusement, leur diagnostic d'action n'a pas pu l'utiliser à bon escient, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Ils étaient persuadés que ce qu'ils entendaient n'était pas en train de se passer. Voilà.